Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous de l'Agora RSSI CISO. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Charles-Henri Besser-Desor. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes professeur émérite en management et ressources humaines à HEC. Je le disais tout à l'heure, vous avez publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le management par la confiance, les clés d'un leadership bienveillant et authentique, que vous avez coécrit et publié aux éditions Erol en septembre 2020, livre que nous aurons le plaisir de faire suivre à l'ensemble de nos invités qui l'auront demandé et qui se seront manifestés. Alors, sur cette thématique, le RSSI est un acteur clé de la confiance dans l'entreprise. Il s'agit d'abord de définir peut-être ce qu'est la confiance, comment on installe la confiance, et puis on va y venir après. On a eu de nombreuses transformations avec le digital, mais finalement les bases restent peut-être les mêmes. Comment on installe une zone de confiance quand on est manager, à la fois vis-à-vis de ses collaborateurs et puis vis-à-vis des autres métiers. Oui, tout à fait. Oui. Donc, la confiance, c'est un terme qui est utilisé depuis des millénaires, on va dire. La question de la confiance n'est pas nouvelle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, Julien. C'est la question clé qui est posée par les technologies, surtout avec ce qui nous arrive depuis plus d'1 an, la pandémie, c'est la notion de distance qui est derrière. Et donc, quand on est manager dans une situation qu'on n'a jamais connue, rappelez-vous, tous les managers qui nous écoutent ont sans doute managé pendant des décennies avec quelque chose qui s'appelle, je dirais, le contrôle visuel, la présence, etc. Alors, la confiance, c'est un sujet compliqué parce que la première notion de la confiance, c'est, et on n'y pense pas souvent, c'est la question de la vulnérabilité. Quand je vous fais confiance, je me rends quelque part vulnérable. Et là, c'est un enjeu qui est relativement complexe pour des managers qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été habitués, qui n'ont pas fonctionné, encore une fois, depuis des décennies, avec cette notion de vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est quelque part être un manager qui est un petit peu, je dirais, dépendant de l'autre. Donc, je vous fais confiance. Et cette notion de vulnérabilité, pour moi, elle est centrale. Il y a une deuxième notion dans la confiance qu'on a... Finalement, la première étape, c'est d'accepter la vulnérabilité. C'est ça. C'est quand on fait confiance, quel que soit d'ailleurs, ça peut être dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, il y a une question de clé autour de la vulnérabilité. La deuxième notion qui est importante dans la notion de confiance, c'est la promesse. Et d'ailleurs, la promesse, elle est presque dans les deux sens. C'est-à-dire, vous me faites confiance, je suis prêt à vous mener quelque part, en quelque sorte, si je suis le leader d'un groupe. Et en même temps, la personne à qui on va faire la confiance, vous donner confiance, en fait, va faire la promesse de tenir, en fait, de faire ce qu'on attend d'elle. Et puis, la dernière notion qui est un peu moins évidente, c'est la notion d'espérance. C'était espérer que finalement tout se passe bien, espérer que ce qu'on attend de l'autre se déroule conformément à ce qu'on attend. Donc, c'est pas facile, mais je crois que ce qui reste quand même clé dans cette notion de confiance, c'est d'accepter d'être vulnérable. Justement, cette confiance, là, vous avez donné les bases de la confiance qu'on a l'habitude d'établir dans un monde plus physique. On est passé en 100% pour beaucoup d'entre nous en 100% digital. Oui. Le digital aussi enlève finalement ce côté vertical dans le management. Davantage, même pour les entreprises qui n'étaient pas transformées, tout d'un coup avec le digital, le management devient beaucoup plus horizontal. Oui. Et comment on transfère la confiance physique au digital. On peut même donner l'exemple de certains managers qui nous ont fait ce retour, puisqu'ils avaient l'habitude d'avoir leurs collaborateurs devant eux dans le bureau du matin au soir, et depuis 1 an, ils ne les voient plus. C'est ce que j'ai appelé le contrôle visuel tout à l'heure. Exactement. Ouais, comment on transfère la confiance en digital? Alors, il faut savoir... Moi, je ne suis pas du tout de la génération des geeks, puisque, comme vous le savez, Julien, je suis quand même l'exemple même du baby boomer, puisque je suis émérite. Il faut quand même signaler à nos auditeurs que émérite veut dire à la retraite quand même, mais une retraite très très active. Ce qui me semble être clé avec le digital, bien avant le digital, c'est la naissance d'Internet. Quand j'ai vu les premières, réalités de l'Internet, c'est le mail. Rappelez-vous, à la fin des années 90, le mail a été le premier
instrument, on va dire, d'aplatissement des hiérarchies. Parce qu'avec le mail, je suis capable d'envoyer de contacter directement mon grand chef, sans passer par mon chef. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On peut contacter qui on veut, finalement, voilà, donc, alors, de dire que la révolution digitale aplatit en quelque sorte les hiérarchies, mais ça fait 30 ans qu'on peut le dire, quasiment 25 ans. Hein. Donc, ce que fait aujourd'hui cette révolution, et ce que fait effectivement les dernières technologies, c'est la fluidité. Rappelez-vous que la notion d'Internet 2.0, ça a été pour la première fois la prise de pouvoir par les internautes, en quelque sorte. Hein. L'Internet 1.0, rappelez-vous, c'était l'information descendante. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec le 2.0, c'est qu'on a fait remonter. Et donc, pour revenir sur la situation qu'on connaît depuis un an, c'est vrai, ce qui m'a frappé, c'est tous les discours autour du télétravail qu'on a présenté comme étant la révolution du travail. Pour moi, c'est absolument pas une révolution, puisque les outils digitaux et les outils nomades existent depuis 25 ans aussi, un quart de siècle. Hein. Mais ça a été largement utilisé par rapport à avant. Si on compare à la situation je viens complètement d'accord. Plus de la moitié des entreprises françaises n'avaient quasiment jamais pratiqué le télétravail. Et ça a été un choc. Et ça, je suis alors là complètement d'accord avec vous. Donc certains managers peuvent être bouleversés, déboussolés aussi complètement, en se retrouvant à distance. Encore une fois, parce que leur mode de management, leur pratique managériale, vous l'avez dit, était fondée sur cette relation, on va dire, quand même hiérarchique, assez top-down. Hein, je te contrôle parce que tu es là. Et en plus, je contrôle ton arrivée au bureau ou ton arrivée à l'usine, on va dire. Donc, en fait, il y avait même un contrôle du temps. Là, ce qui est quand même très nouveau, c'est que les unités de temps, de lieu et d'espace, sont bouleversées puisque les collaborateurs sont plus devant nous. Alors, ça veut dire que le manager, il doit effectivement, et d'où cet enjeu clé de la confiance, accepter une forme de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est un apprentissage par les managers. On accepte de prendre des risques. Et face effectivement à nos amis RSSI, le risque fait partie quelque part de la confiance. Alors justement, le télétravail élargit aussi la surface de risque. C'est une notion qui va parler au RSSI. À la fois le risque en termes de management, donc vous en parliez, la vulnérabilité, mais également le risque cyber, puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec des entreprises connectées à travers le monde entier. On peut travailler depuis n'importe quel pays, depuis n'importe quel réseau Wi-Fi, ce qui change considérablement la donne en matière de cybersécurité. Donc ma question n'est pas de rentrer dans les considérations purement cyber, mais comment on gère cet agrandissement de la surface de risque. Et le RSSI est aussi finalement un point de confiance dans l'entreprise par rapport à la cyber. Donc comment le RSSI à distance peut continuer à générer cette confiance vis-à-vis des collaborateurs? Je ne suis pas très compétent sur le plan technique de la cybersécurité. Mais ce qui m'a frappé, écoutez, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà une chaire de recherche à HEC sur le nomadisme, les outils nomades. Et les outils nomades, ce qu'on a observé, que l'un des enjeux clés à l'époque déjà du nomadisme, c'était les problèmes de sécurité. Et sécurité, là, informatique. Donc, vous voyez, je veux dire, cette question liée au télétravail, pour moi, c'est le distanciel, c'est le nomadisme. Je veux dire, sauf que dans le télétravail, la plupart des personnes sont fixes chez elles. Dans la chaire de recherche qu'on avait montée avec Toshiba à l'époque, on a regardé cette question du télétravail, de toutes les formes de nomadisme. Et par rapport à ce que vous dites, il y a ce risque informatique qui est clé, et on a vu là ces dernières attaques qui sont absolument horribles sur des hôpitaux, sur des situations, je veux dire, c'est quand même incroyable. La semaine dernière, toute l'histoire autour de l'éducation à distance, là, vous savez, la catastrophe du premier jour. Ouais. Bon, eh bien, ça, c'est une attaque, on dit que comment s'appelle ce centre d'éducation à distance, qui a eu des cyberattaques, il y en a eu plusieurs. Évidemment que le RSSI doit, sur le plan technique, avoir, et cette confiance, elle est basée sur son expertise technique. Mais au-delà de l'expertise technique, je crois que pour que les collaborateurs à distance aient un comportement, j'allais dire, responsable, il faut faire, j'allais dire presque là du management à distance, de travailler sur j'allais presque dire les soft skills de ses collaborateurs et travailler sur ses propres soft skills. Mais alors justement, c'était ma prochaine question, comment les managers peuvent accompagner les collaborateurs pour finalement transposer cette confiance qu'ils avaient hier aujourd'hui sur le digital, puisque de toute façon le monde d'après ne sera jamais plus, ne ressemblera pas à celui d'avant. Donc d'une part, quels conseils pouvez-vous donner aux managers qui nous écoutent pour accompagner leurs collaborateurs
sur la confiance. Et puis les managers aussi, comme vous le dites, il faut bien penser à eux. Comment l'entreprise peut les accompagner dans cette nouvelle démarche de management? Écoutez, je crois qu'il faut réfléchir au levier, comment créer la confiance finalement. Hein. Et comment est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut plus renforcer? Et là, il y a un apprentissage, par exemple, je dirais au niveau du management, mais au niveau de l'entreprise, je dirais au niveau des dirigeants. Il n'y a pas l'un des premiers leviers, moi, je pense, pour arriver à créer cette dynamique de la confiance positive, hein, c'est l'exemplarité. Je pense que ce qui va être déterminant, que ce soit au niveau des dirigeants, quand je dis des dirigeants, je parle de l'équipe, le COMEX, hein, et tous les managers, en fait, c'est de montrer par des actes quotidiens que ce qu'on dit, on le fait en permanence. Donc, si vous exigez des personnes, et je pense à la question de la sécurité informatique, d'avoir des comportements responsables par rapport à des outils qu'ils utilisent, eh bien, il faut être soi-même, je dirais, exemplaire. Donc, cette question de l'exemplarité. Il y a un autre, j'allais dire, levier qui me semble important. On est en période de forte incertitude. Eh bien, et je pense que pour les RSSI, c'est un enjeu clé, c'est d'assurer ce qu'on pourrait appeler de la prévisibilité. Vous voyez, et si je reprends ce terme de être prévisible, ça ne veut pas dire être certain de faire que ce qui va arriver va se produire, mais de pouvoir quelque part rassurer, parce que vous le savez bien que cette période de pandémie, tout le monde est quelque part angoissé. On ne sait pas encore aujourd'hui, ce mois d'avril 2021, comment on va sortir totalement. Donc on a une question clé autour de la prévisibilité. Et puis, j'utiliserai peut-être une troisième notion. Et là, c'est vraiment au niveau des managers et des managers de terrain, c'est la question de la proximité. Vous voyez, la proximité, et notamment avec cette question du télétravail, on a eu quand même des collaborateurs qui ont été perdus. Ils n'avaient plus de contact avec leur manager. Or, il me semble que ce qui va créer la confiance, c'est de recréer la proximité. Et là, le digital peut aider, puisqu'on peut être en contact régulier avec ses collaborateurs. Et au niveau des RSSI, c'est exactement la même question qui est posée. C'est finalement, les RSSI doivent peut-être davantage encore communiquer qu'auparavant pour communiquer avec les métiers au sein de l'entreprise et dire aussi, comme vous le dites, ce qu'ils font, c'est-à-dire dire ce que je fais et faire ce que je dis. Voilà. Et ce qui me semble surtout sur un métier comme moi je vois, je me trompe peut-être, comme un métier quand même relativement technique, il y a... Qui est perçu en tout cas encore aujourd'hui. Oui, moi c'est comme ça que je le perçois personnellement. Ouais. Hein. Ce que je pense, c'est que effectivement cette question de la cybersécurité, hein, qui est centrale, on le voit bien encore, je vous l'ai dit récemment, c'est d'avoir un changement de mentalité. Or, les mentalités ne changent pas par décret. Hein, il y avait un sociologue français que j'ai beaucoup apprécié, hein, malheureusement il est décédé, il s'appelle Michel Crozier. Hein, il écrit un livre en 89, vous voyez, ça date de quelques années, qui s'appelait « On ne change pas une société par décret ». Eh bien, un autre sociologue vient de sortir, qui est connu en France, qui s'appelle François Dupuis, vient de sortir un livre en octobre 2020, un mois après le nôtre, dont le titre c'est « On ne change pas les entreprises par décret ». Donc ça veut dire, vous voyez, on ne change pas une mentalité par décret. Si vous voulez que les gens adhèrent à cette question de la sécurité, il faut arriver à quelque part les animer, leur donner une nouvelle... Alors, il y a un point également qui est important, qu'on a soulevé en préparant cette interview, c'est l'aspect intergénérationnel. Oui. Finalement, il y a une position qui est très délicate aujourd'hui pour les managers. Ils se retrouvent avec des collaborateurs de la nouvelle génération qui ont une vision du management beaucoup plus libérale, tandis que les managers, eux-mêmes, ont leurs propres managers qui souvent sont d'une autre génération, qui eux ont une vision complètement différente et peut-être un petit peu plus à l'ancienne du management, qui leur demande des comptes. Comment le manager, on parle du RSSI, mais on peut parler également d'autres fonctions qui sont représentées au sein du réseau Agora Manager, les DSI, les DRH. Comment le manager peut se positionner à la fois au milieu entre les collaborateurs nouvelle génération très libéraux et puis leur propre manager. Vous savez, alors là, vous parlez des positionnements de ce qu'on appelle les middle managers. Hein. C'est pas un terme péjoratif. Middle manager, je suis entre la tête, on va dire, et puis le bas. Alors, ce qui est possible,
hein, de prendre. Il y a une idée, c'est que l'intergénérationnel, c'est pas quand même le conflit des générations. Moi, je ne crois absolument pas à tout ce discours disant que la génération Y, et maintenant, rappelez-vous qu'une nouvelle génération est arrivée depuis quelque temps qui s'appelle la génération Z. C'est-à-dire la génération Z, c'est celle née après 95. Donc celle aujourd'hui qui a 25-26 ans. Je sais pas, vous voyez, ce sont ceux qui arrivent vraiment dans les entreprises depuis peu de temps. La génération Y, c'est celle qui était née entre 80 et 95. Hein, donc beaucoup de managers que vous citez sont de cette génération-là. Et évidemment, vous avez avant la génération X, et moi je suis de la génération d'avant encore. Donc, vous voyez, alors la question qui est posée, c'est comment peut-on faire ? Je pense qu'il y a une qualité que peut développer un manager, surtout quand il est entre ces deux groupes générationnels, c'est la question de l'empathie. Je pense qu'il y a... Ce qui manque souvent dans le management, c'est, j'allais dire, presque un peu d'émotionnel. Vous voyez, j'utilise le mot émotion, parce que je pense que l'émotion, qui est souvent interdite dans les entreprises, a sa place. Et donc, quelqu'un qui doit gérer effectivement des managers à l'ancienne, comme vous dites, et puis des jeunes qui sont tout feu, tout flamme, quelque part, et qui se retrouvent coincés entre ces deux types de populations, je dirais, eh bien, il y a un levier autour de l'empathie. Il y a aussi autour de la confiance, hein, il y a une notion qu'on n'a pas abordée encore, c'est que pour faire confiance, il faut aussi avoir confiance en soi. Ouais, j'allais dire justement la confiance en soi. Et comment les jeunes, on leur donne aussi confiance en eux, puisqu'ils ont davantage besoin peut-être que quelqu'un d'un peu plus expérimenté, qui a déjà un parcours. Oui, sauf que je pense que la génération qui nous arrive, et surtout sur un certain nombre de sujets qui tournent autour du digital, sont souvent plus, quelque part, compétents que la génération d'avant. Rappelez-vous, depuis une dizaine d'années, on parle d'une notion qu'on avait absolument pas imaginé il y a 15 ou 20 ans, qui est la notion de reverse mentoring. Ouais. C'est-à-dire, ce sont les jeunes qui apprennent aux plus anciens. Eh bien, les jeunes aujourd'hui, alors leur faire confiance, c'est par exemple... Accepter d'apprendre d'eux aussi. Accepter d'apprendre d'eux, se mettre vulnérable, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à une génération qui, entre guillemets, comme vous l'avez dit, est moins compétente ou qui a moins d'expérience. Par définition, qui a moins d'expérience. Oui, mais sauf que j'aurais tendance à dire qu'ils peuvent nous en apprendre. Et je crois que c'est un vrai... Je crois qu'il faut parler de dialogue intergénérationnel. Et donc, encore une fois, le jeune doit vous faire confiance, mais en même temps, vous pouvez lui faire confiance. Il y a un point qui est important aussi entre ces deux générations que l'on est en train de décrypter. Finalement, les jeunes aujourd'hui ont un sens du temps long complètement différent, puisqu'il y a plusieurs années, on rentrait dans une entreprise, on souhaitait y rester un certain temps. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus dans cette démarche-là, ils sont plus dans une démarche de projet. C'est-à-dire qu'ils veulent gérer un projet peut-être sur un temps donné, et puis après voir ce qui est possible de faire. Voilà. Là encore, il y a un décalage entre les générations. Comment on gère ce décalage et comment la confiance peut intervenir dans cette problématique ? Alors, ce que vous venez de dire est très important, parce qu'effectivement, plus on va vers la génération Z, plus on a eu un raccourcissement du temps. Vous avez raison, ça c'est l'horizon temps, c'est raccourci. Déjà, on avait les prémices avec la génération Y, ce qui n'était pas le cas avec la génération X. Ouais. Vous savez comment on l'appelle la génération X ? La génération sandwich. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? C'est la tranche de jambon. Eh bien, c'est entre les baby boomers que je représente et puis les générations d'après. C'est une génération qui a quand même je dirais, à se positionner. Alors maintenant, pour revenir sur la question, je crois que même si ces jeunes sont motivés par, vous l'avez dit, par une question de projet, en fait pour eux, ils font un contrat à durée déterminée avec l'entreprise. Ouais. Si l'entreprise m'apporte quelque chose, je reste, sinon je... Alors il y a quand même un levier qu'on n'a pas abordé dans la confiance. Et là, c'est un levier, je trouve, formidable s'il est bien utilisé, c'est la question du sens. La question du sens, parce que si vous arrivez à attirer des jeunes, qui sont encore une fois très exigeants, très impatients, etc., et que vous arrivez à donner du sens, et le sens, il y a deux définitions, on va dire, c'est pourquoi je viens, pourquoi je rejoins l'entreprise, et pourquoi en deux mots ? Pour quel objectif, etc. Et ce que vous avez avec cette génération, et je le vois bien avec des générations aujourd'hui de jeunes HEC, c'est évidemment qu'on a des jeunes qui vont aller dans des entreprises qui donnent un sens à leur
à leur emploi, plutôt que de jouer uniquement sur le levier de la rémunération. Moi, je crois que les entreprises prennent un grand risque aujourd'hui à ne pas répondre à cette question du sens. Et cette question du sens, elle a été encore plus aiguisée par la pandémie. C'est-à-dire que les entreprises qui ont véritablement contribué à solutionner certaines difficultés, rappelez-vous par exemple cette histoire du masque Décathlon, c'est incroyable de penser qu'un masque de plongée, qui n'est même pas un masque de plongée, c'est un masque de snorkeling exactement, parce qu'on ne peut pas descendre en dessous de 3 mètres avec ce masque, a été utilisé pour fabriquer des masques de respirateurs en Italie. Et après, c'est devenu formidable. Imaginez-vous les salariés de Décathlon quand ils ont vu que leur entreprise donnait d'un coup 20 000 masques. C'est formidable. Le pourquoi je viens le sens. Le sens. Pour revenir sur les questions de risque, finalement, le management, quand je vous écoute, on a l'impression que c'est presque un management du risque, finalement. Oui. Avant d'être du management humain et toutes les considérations qu'on peut apporter. Surtout lorsqu'on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous vous rendez vulnérable, qui est encore une fois la vulnérabilité étant le fondement de la confiance, vous prenez un risque. Mais ce risque doit être calculé. C'est pas le lâcher-prise total. La confiance, alors j'aime pas trop le lien entre confiance et contrôle. Voyez, mais on dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, alors les avis sont partagés. Alors vous en pensez quoi? Je suis un peu plus réservé sur cette notion. La confiance n'exclut pas le contrôle. Parce que je pense que si véritablement vous êtes quelqu'un qui fait confiance, en fait, la question du contrôle ne se pose plus. Ça peut être à la limite une démarche d'autocontrôle de la personne. Ouais. C'est-à-dire une vraie responsabilisation. D'ailleurs, il y a un mot en anglais, vous savez, qu'on ne peut pas traduire en français, et qui est lié à la confiance, c'est le mot « empowerment ». Incroyable, ce mot, les Québécois le traduisent par « empouvoirment ». Je ne plaisante pas, nous n'avons pas de mot en français qui décrit réellement la question de l'empowerment. Enfin, le mot « empowerment », c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a un autre mot en anglais, c'est « accountability ». Accountability, c'est rendre des comptes, mais on n'a pas un mot pour résumer ça. C'est quand même incroyable. Comment, aujourd'hui, pour revenir au sujet du RSSI, on parlait tout à l'heure de l'acceptation de la vulnérabilité. Oui. Il doit finalement faire accepter cette vulnérabilité à la fois vis-à-vis de ses collaborateurs, on en a discuté, mais vis-à-vis des autres métiers aussi, puisqu'il doit rendre des comptes à la fois à son board, parfois est-il dans le board, et puis aux autres métiers, puisque la cybersécurité est totalement transverse. Comment le RSSI demain peut faire accepter cette vulnérabilité? Souvent des RSSI ou des DSI qui portent aussi cette fonction nous disent finalement on ne sait pas, la question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, c'est quand. Mais ça, comment on peut le faire entendre au métier et à sa direction? Écoutez, par cette notion de confiance. Si on est sérieux, je dirais, dans l'entreprise sur la question de la confiance et qu'on veut vraiment instituer ou renforcer un management par la confiance, je crois que toutes les parties prenantes avec il doit emmener ses collaborateurs aussi. Il doit emmener, d'une part, ses propres collaborateurs, mais moi, je parle des autres parties prenantes, c'est-à-dire les autres managers, les autres, vous voyez ce que je veux dire, qui sont, je dirais, qui sont totalement impliqués, parce que le RSSI est un peu au centre un petit peu d'un certain nombre de choses. C'est un peu, je fais le parallèle avec, vous avez l'Agora des DRH, c'est une fonction que je connais bien, eh bien les RH, on le sait bien, sont aussi au centre d'un certain nombre de, je dirais, c'est une fonction très transverse. Et donc c'est de la communication, principalement. C'est plus, oui, c'est de la communication. C'est du marketing. C'est aussi, je le disais, l'une des sources de la confiance, c'est la confiance en soi. C'est de me démontrer par justement un comportement exemplaire, cette capacité à rassurer. Je parlais de la prévisibilité. La prévisibilité, c'est de rassurer l'ensemble de l'entreprise que quel que soit l'incident qui risque d'arriver, même un incident majeur, on sera vraiment, si vous voulez, à la commande. Qu'on ne va pas abandonner réellement ou virtuellement le navire. C'est clair que la question de la sécurité, on l'évoquait, est absolument centrale. Et être prévisible, c'est aussi construire cette confiance. Donc, toutes les autres parties prenantes vont être évidemment rassurées quelque part, savoir qu'il y a quelqu'un de solide qui va tenir le bateau. Bon, alors donc finalement, le mot de la fin, c'est peut-être au RSSI, faites-vous vous-même
confiance pour emmener vos collaborateurs et puis les autres métiers de l'entreprise. Merci Charles-Henri Bézère-Déor. Vous êtes professeur émérite management et ressources humaines à HEC. Vous avez intervenu sur le thème le RSSI, un acteur clé de la confiance dans l'entreprise. Et puis vous avez également coécrit et publié aux éditions Erol en 2020, en septembre 2020, le livre Le management par la confiance que vous avez là, les clés d'un leadership bienveillant et authentique et que nous pourrons envoyer aux participants qui le souhaitent. Je rajouterai juste une dernière chose, c'est que les lecteurs pourront trouver quand même 30 leviers à activer pour développer donc c'est quand même, on a une belle liste. Alors il ne s'agit pas de tous les activer en même temps, mais vous pouvez choisir, faire en fait votre propre menu dans votre contexte. C'est à la carte.